L'eau du robinet subit pas mal de préjugés en aquariophilie, notamment le fait qu'elle serait trop dure pour la grande majorité des poissons qu'on a l'habitude de maintenir. Sauf qu'en fait, on peut pas juste dire l'eau du robinet est dure, ça dépend entièrement de votre lieu de vie. Et là vraiment j'insiste là-dessus parce que vous pouvez avoir une eau avec des paramètres diamétralement différents suivant la commune en France. Et oui, vous pouvez avoir de l'eau douce qui sort du robinet. Donc avant de juger l'eau du robinet, il faut savoir précisément quels sont les paramètres de notre eau du robinet. Et pour ça, c'est super simple, vous n'avez pas besoin d'envoyer votre eau en labo, vous n'avez pas besoin de faire des tests vous-même, vous avez simplement à aller sur un site internet sur lequel est inscrit le rapport d'analyse de l'eau. Parce que l'eau du robinet, c'est une eau qui est hyper contrôlée, vu qu'elle est à destination de consommation humaine. C'est un site très simple, vous rentrez votre commune et vous aurez tous les paramètres d'eau qui ont été testés, et normalement je crois que c'est fait tous les ans ou tous les 2 ans, donc vous aurez des données récentes. Et donc moi personnellement j'ai eu plein d'eau différentes en fait au robinet. J'ai eu une eau douce, j'ai aussi eu une eau tellement dure que c'était même trop dur pour des guppies, vous voyez. Et donc je vais prendre l'exemple de ces 2 communes là, on va regarder ensemble les résultats d'analyse et vous verrez que ça n'a rien à voir. Voilà, donc moi j'allais sur le site avant du gouvernement, il y a un site, si vous l'avez, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire, un site où ça vous donne les rapports de votre commune, et c'est le site officiel du gouvernement, quoi, c'est pas un site random, mais bon, là, moi j'ai trouvé l'eaupotable.fr, et vous rentrez votre commune, donc ça je le ferai hors cam pour pas que vous ayez les communes de mon passé, et vous faites rechercher, analyse de l'eau, il y a aussi les PFAS, ça j'avais pas vu. Moi, je fais l'analyse de l'eau, comme ça, il y a tous les paramètres qui sont d'intérêt pour nous en aquariophilie. Donc, vous rentrez votre commune, vous faites rechercher. Donc ça, je vais le faire juste après. Voilà, donc là, on se retrouve sur le rapport d'une commune que j'ai rentrée. Et là, vous voyez la conductivité à 25 degrés, 57 microsiemens par centimètre. Alors ça correspond à moins de 2 degrés GH, ce qui correspond à une eau qui est très, très douce. Si je descends un peu, on voit que la référence de qualité, c'est que ça doit être supérieur ou égal à 200 et inférieur ou égal à 1100. Là, on est carrément en dessous. Hein. C'est une zone qui est proche du Massif central, de l'Auvergne, et qui est très rurale. Ça va être une eau qui va sortir des clous par rapport à l'eau que vous trouvez dans les grandes métropoles notamment. Ça va souvent être une eau aux alentours de 10 degrés GH. Une eau, voilà, ni trop élevée ni trop basse, mais on n'habite pas tous dans les grandes métropoles et on peut se retrouver avec une eau comme ça, donc une eau très 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 douce. Donc là, je suis passée à une autre commune qui cette fois se trouve dans l'Hérault. Et regardez la conductivité. Ça là, cette valeur-là, elle correspond à environ 26 degrés GH. Voilà, donc autant vous dire qu'il y a très très peu d'espèces qui peuvent vivre dans cette conductivité-là en fait. Hein. C'est beaucoup trop élevé, c'est beaucoup trop dur. Ces 2 communes-là, les 2 communes que je vous ai présentées, elles sont pas si éloignées l'une de l'autre dans le sens où c'est pas à l'autre bout de la France quoi. Hein. Ça reste quand même dans le sud, ça reste à peu près la même zone. Et vous voyez la différence qu'il y a. C'est le jour et la nuit en fait, c'est le jour et la nuit. Donc ensuite bien sûr vous avez d'autres valeurs, vous avez notamment le plomb, vous avez le cuivre, très important pour les invertébrés. Vous avez également le fer, alors des fois, soit ils n'en trouvent pas, soit c'est pas relevé. Enfin voilà, vous avez pas mal d'autres, je vous laisserai regarder, vous avez d'autres valeurs qui peuvent plus ou moins vous intéresser. Vous avez aussi le pH, faut que je le retrouve. Voilà, ici il y a le pH par exemple également. Donc voilà, vous avez toutes les valeurs qui peuvent nous intéresser en aquariophilie. Et donc je répète, hein, 26 degrés GH versus 2. D'une commune à l'autre qui n'est pas très très éloignée l'une de l'autre en plus. Hein. Donc vérifiez votre eau du robinet, vous pourriez avoir des surprises. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, quand on prend ces 2 exemples-là, on ne peut pas généraliser l'eau du robinet en fait. Elle peut tellement être différente d'une commune à l'autre, c'est impressionnant quand même. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas généraliser l'eau du robinet, parce que si on prend l'exemple de l'eau qui est très douce, si une personne qui habite là veut avoir par exemple, je sais pas moi, des espèces des lacs Tanganyika et Malawi qui apprécient une eau dure avec un pH élevé, là avec le pH en dessous de 7 et la dureté très faible, là ça va être compliqué en fait. Ça va être très compliqué, même il va falloir reminéraliser cette eau. Et là, c'est quand même bien plus coûteux et bien plus contraignant que juste d'utiliser l'eau du robinet. Donc cette personne-là, par exemple, si elle essaie de se faire un bac Malawi avec cette eau-là, ça marcherait pas du tout en fait. Mais si elle suit juste ce qui se dit tout le temps, comme quoi l'eau du robinet est dure, elle se dirait je vais prendre l'eau du robinet et voilà. Si elle oublie de tester son eau, si elle part du principe que l'eau du robinet est la même partout en France parce qu'on lui a toujours dit que l'eau du robinet était dure.
Pour moi, la base de tout, c'est de connaître parfaitement son eau du robinet et à partir de là, vous allez pouvoir définir est-ce qu'il vous faut de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie ou pas. Parce que si vous avez une eau du robinet qui correspond parfaitement aux paramètres d'une espèce en particulier, eh bien, vous pouvez directement utiliser l'eau du robinet. Et attention, s'il vous plaît, laissez reposer votre eau du robinet. Parce que dans l'eau du robinet, un élément très important et très nocif pour les poissons et la vie dans l'eau en général, c'est le chlore. C'est ce qui rend l'eau potable. Sauf que le chlore, ça s'évapore très facilement. Donc en fait, si juste vous mettez votre eau dans un seau et que vous posez le seau là à l'air libre et que vous attendez quelques heures, déjà vous aurez une majorité du chlore qui s'est échappé et le mieux c'est d'attendre 24 heures. Au bout de 24 heures, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de chlore et là vous pouvez mettre cette eau dans votre aquarium. Mais faites attention à ça parce que pour moi j'ai l'impression que c'était acquis, mais je tombe quand même sur des vidéos sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi où il y a des gens qui font leur changement d'eau directement avec un tuyau qui est relié à leur robinet d'eau en fait. Il n'y a pas de système d'osmose, il n'y a pas de système de filtre ou quoi, hein, c'est l'eau courante quoi. Et ils mettent directement ça dans l'aquarium, là où il y a des poissons. Ça va pas du tout, hein. Il ne faut pas faire ça. Vous prenez un seau et vous laissez poser votre eau. Et si vous devez faire un grand changement d'eau, eh bien, vous prenez des bouteilles de 5 litres vides, vous les remplissez toutes et vous les laissez ouvertes et vous attendez 24 heures. C'est quand même pas si compliqué. Donc je reprends. Si le poisson que vous voulez ne correspond pas aux paramètres que vous avez dans votre eau du robinet, et dans la majorité des cas, vous aurez quand même une eau plus dure, c'est là que va intervenir l'eau osmosée ou l'eau de pluie. C'est ce qui va permettre en fait de couper l'eau du robinet avec cette eau-là pour baisser les paramètres. Parce que l'eau du robinet et l'eau de pluie sont extrêmement douces, et donc si vous mélangez de l'eau extrêmement douce avec de l'eau dure, ça va baisser les paramètres de l'eau dure, et ça va la rendre moins dure, et ça peut la baisser jusqu'à être douce, carrément. Et donc moi personnellement c'est ce que j'ai été contrainte de faire dans donc l'analyse d'eau que vous avez vue de la commune où l'eau était très dure. Là, même pour avoir des guppies, j'étais obligée de mettre de l'eau osmosée en fait parce que ça allait être trop dur pour eux. Et moi, dans mon cas, je voulais des espèces amazoniennes et donc j'ai fait plus de 80 à 90% d'eau osmosée dans l'aquarium pour baisser les paramètres à environ 4 ou 5 degrés GH. Alors pourquoi j'ai pas fait 100% d'eau osmosée dans ce cas-là? C'est parce que l'eau osmosée, par définition, si elle a bien été filtrée, elle a plus du tout de minéraux. Sauf que là, ça va pas. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de minéraux dans l'eau, en fait, dans l'eau des poissons, parce que les poissons ont également des minéraux, en fait, dans leur corps. Et il faut pas que l'eau soit complètement vide, en fait. C'est expliqué très vulgairement. Je ne me suis pas renseignée sur la chimie biologique exacte des poissons qui fait que pourquoi ils ont besoin d'une eau qui doit avoir un peu de minéraux, mais qu'il faut pas qu'elle soit trop dure. C'est des poissons d'eau douce, etc. Mais ça a à voir, en fait, avec leur chimie biologique. En gros, expliqué vulgairement, il faut imaginer que les poissons dans leur corps, ils ont une eau qui a certains paramètres et l'eau de l'aquarium, c'est une autre eau qui a aussi des paramètres. Il faut essayer de faire correspondre au mieux les paramètres qui sont à l'intérieur du poisson et les paramètres qui sont à l'extérieur du poisson parce que sinon ça fait un choc. Et c'est ça qu'on veut à tout prix éviter. Donc il faut essayer d'avoir une eau qui correspond le mieux à ce que le poisson a besoin en fait au niveau de son corps. Et là pareil, il y a aussi des débats là-dessus parce que en général pour ça on va se baser sur les espèces sauvages et on va se baser sur leur milieu de vie. On va se dire ah le biotope dans lequel cette espèce a été découverte et où elle vit a tel paramètre. Donc ce poisson veut tel paramètre. Sauf que maintenant en animalerie, dans les élevages etc, on a des poissons où ça fait mais des dizaines et des dizaines de générations voire plus, des centaines peut-être même, qui ont été élevés en captivité. Ils ont été modifiés aussi, ils ont de nouvelles formes, ils ont des nouvelles couleurs, ils ont des nouvelles tailles, etc. Et donc, ils ressemblent plus du tout à leur version sauvage. Et là, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour savoir si leurs paramètres internes en fait ont été changés et si l'eau, leur eau optimale, est-ce que c'est une nouvelle eau maintenant ou est-ce que c'est encore l'eau de la version sauvage qu'on retrouve dans le biotope d'origine, quoi. Voilà, ça c'est encore des questions très compliquées. Et je n'ai pas d'informations là-dessus, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Si vous avez des connaissances très pointues sur le domaine de la chimie de l'eau, etc., n'hésitez pas à profiter de cette vidéo pour l'expliquer en commentaire, ça permettra d'étoffer les bases en fait que je dis. Et donc, pour reminéraliser l'eau osmosée, on peut utiliser des sels reminéralisants, sauf que ça coûte assez cher. Mais si vous voulez faire les choses parfaitement et que vous avez de l'argent, eh bien vous pouvez acheter ça. Comme ça, vous avez une eau osmosée qui est donc exempte de tous les polluants qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet. Et en plus de ça, vous la reminéralisez avec uniquement les minéraux qu'il faut. Parce que si vous reminéralisez votre eau avec de l'eau du robinet, vous chopez également les éventuels polluants qu'il peut y avoir dans l'eau. Après, la majorité des gens, et moi y compris, ne vont pas s'embêter à faire ça. Déjà, si on a une eau à 80 ou 90% osmosée, elle a déjà une proportion bien moindre de polluants
que si on n'utilise que l'eau du robinet. Mais encore une fois, ça c'est aussi sujet à débat parce que l'eau, comme je l'ai dit, l'eau du robinet est très très contrôlée. Donc c'est pas forcément le diable en fait, l'eau du robinet. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui font des changements d'eau, qui utilisent de l'eau en bouteille, comme de la Volvic ou quoi. Il faut également faire attention parce que ces eaux-là ont également des duretés et des pH diamétralement différents, en fait, suivant la marque. Il faut bien regarder l'étiquette à l'arrière pour connaître, en fait, la proportion de minéraux dans l'eau. Et les eaux minérales et de source ne sont beaucoup moins contrôlées que l'eau du robinet. C'est pour ça qu'il y a aussi eu un peu des scandales sanitaires au niveau de la consommation humaine de ces eaux-là. Et en plus de ça, il y a aussi présence de microplastiques. Donc c'est pas non plus le top. Sinon, comme eau équivalente à l'eau osmosée, vous avez l'eau de pluie. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que moi je n'en ai jamais utilisé, tout simplement parce que je n'ai jamais eu de système de récupération d'eau de pluie. Donc déjà il faut avoir ça. Et il y a aussi le problème des pollutions. Alors ça peut être la pollution qui provient du contenant, ça peut être la pollution des gouttières. Si jamais vous récupérez via les gouttières, ça peut ramasser des choses dans les gouttières qui se retrouvent dans l'eau. Et il y a aussi la pollution tout simplement de la pluie à cause des pesticides et autres joyeusetés qui se retrouvent dans l'eau et ça fait en fait des pluies polluées que vous allez donc récupérer et mettre dans votre aqua. Donc au final, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on fait, on va avoir des micro-particules pourries dans l'eau, à part si vous faites une eau 100% osmosée avec des sels reminéralisants, où là vous n'aurez pas toutes les particules comme ça quoi. Mais bon, la majorité des poissons vivent comme ça, vivent dans une eau où il y a ce mix-là, ou alors une eau full robinet, etc. Si c'est des poissons qui sont de base robustes, ça ne devrait pas les impacter. Par contre, il y a des espèces qui vont être plus sensibles à l'eau du robinet, je pense notamment à tous les invertébrés, en particulier les crevettes, parce que dans l'eau du robinet, c'est une eau qui se balade dans des conduits, dans des tuyaux, qui sont plus ou moins vieux, qui sont plus ou moins détériorés, et vous pouvez vous retrouver avec du cuivre, du fer, du plomb dans l'eau, en quantité minime. Pour nous, ça va pas vraiment nous impacter, alors que les crevettes, ça peut éventuellement leur causer des soucis. Et donc là, je vous invite à bien regarder le rapport que vous trouverez donc sur le site de l'eau là, pour voir les taux de cuivre, de fer, de plomb et de vous renseigner par rapport aux taux qui sont tolérés par les invertébrés que vous avez, puisque dans ces rapports-là, ces taux-là sont inscrits, donc c'est très intéressant. Bon, j'espère avoir tout dit. Comme d'habitude, c'est un peu freestyle là, dans mes vidéos. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que comme je l'ai dit, je vois sur internet, sur les réseaux, des gens dire un peu tout et n'importe quoi ou tout et son contraire. Et donc j'avais envie de remettre un petit peu à plat les bases et de bien expliquer à quel point l'eau du robinet est différente d'une commune à l'autre. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que avant que je découvre personnellement les valeurs diamétralement opposées que j'ai eues en fait dans ma vie, dans les communes où j'ai été, je ne me rendais pas compte à quel point l'eau pouvait être différente du robinet. J'avais moi-même ce préjugé de me dire, bon, l'eau du robinet elle est dure donc je peux y mettre que des guppies quoi, en gros. Si je simplifie à fond, c'est ça quoi. Mais en fait non. Et donc dans le cas de la commune où j'avais de l'eau douce au robinet, on peut se dire, ah c'est trop bien, ça permet de pas faire d'eau osmosée et tout. Alors oui, par contre si je voulais une espèce qui aime l'eau dure, j'étais bien embêtée en fait, parce que comment j'aurais pu faire? Il aurait fallu que je reminéralise l'eau, donc il aurait fallu que j'achète des sels reminéralisants parce que j'aurais rien eu à disposition pour augmenter la dureté de l'eau, et j'aurais eu des difficultés, j'aurais vraiment été bloquée aux espèces d'eau douce. Là actuellement je suis dans un entre-deux, donc une eau qui est légèrement dure avec un GH environ de 10, et pour les espèces d'eau douce il faut encore que je fasse de l'eau osmosée, même si j'ai besoin de moins en faire que quand j'étais dans l'Hérault où il y a le GH de 20 là. D'ailleurs, un petit point sur l'osmose, on pourrait penser, si on n'a jamais fait de osmosée, que c'est super compliqué en fait à faire, et en fait pas du tout, c'est très simple. Je vais vous mettre la référence quelque part de l'osmoseur que j'ai toujours utilisé. C'est un osmoseur, on va dire entrée de gamme, ce qui fait qu'il a un taux de rejet élevé. La différence en fait entre un osmoseur haut de gamme et un osmoseur bas de gamme, en général les deux vont filtrer pareil. C'est juste qu'il y en a un qui va avoir beaucoup d'eau de rejet, alors que l'autre très peu. Et l'eau de rejet, en fait, c'est une eau du coup qui est extrêmement chargée en minéraux. C'est l'eau qui a pris justement tous les minéraux qu'on ne veut pas. Et donc cette eau, elle est embêtante parce que on peut pas vraiment l'utiliser, par exemple dans le jardinage, parce qu'elle est trop minéralisée. Et donc moi personnellement, je l'utilisais comme chasse d'eau. J'en accumulais suffisamment pour faire un seau et je l'utilisais comme chasse d'eau. Comme ça, je m'en débarrassais et je faisais un truc écologique en même temps, vous voyez. Et ça m'évitait d'utiliser de l'eau potable dans une chasse d'eau. Mais même ça, c'est pas forcément conseillé parce que c'est une eau qui est très minéralisée, donc elle pourrait endommager les canalisations. Mais bon, moi je me disais dans les toilettes, ça va, je le faisais pas tout le temps non plus.
mais c'est quelque chose à prendre en compte, la gestion de cette eau de rejet. Et donc ça peut aussi entraîner du gaspillage d'eau, puisque pour 1 litre d'eau osmosée, j'ai 4 litres de rejet. Et cette eau, il faut bien faire quelque chose. C'est aussi, on la paie, cette eau. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte dans l'osmoseur. Et si vous savez que vous allez faire beaucoup d'osmose, vous pouvez investir dans un osmoseur plus haut de gamme, tout ça. Enfin, là, je vous laisse faire vos propres recherches sur ce sujet en particulier, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous avez votre petit osmoseur, vous branchez le tuyau d'entrée d'eau en fait sur un robinet. Ça peut être un robinet extérieur, ça c'est pratique, ou alors vous pouvez aussi le faire par exemple sur le robinet de machine à laver. Et vous ouvrez l'eau, vous mettez un récipient pour récupérer l'eau osmosée, un bac pour récupérer l'eau de rejet, et voilà, c'est tout, ça se fait tout seul. Et puis au bout d'un certain temps d'utilisation, vous avez des cartouches pour changer les zones qui filtrent. Et puis c'est tout. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'eau de pluie est beaucoup utilisée en aquario, parce que ça correspond finalement à l'eau osmosée, mais vous n'avez pas tout ce remue-ménage d'osmoseur, d'eau de rejet, etc. Juste vous prenez l'eau de pluie et puis vous pouvez la mettre direct. Donc il y a aussi cette solution-là si votre eau de pluie n'est pas très polluée. Et ça va être difficile pour vous de le savoir. Peut-être qu'il existe des cartes pour savoir s'il y a des régions en France dans lesquelles l'eau de pluie est particulièrement polluée, notamment si vous êtes proche de zones agricoles intensives. Ça peut avoir un impact. À vous de voir comment vous vous débrouillez, mais en tout cas, vous avez normalement là les bases sur comment en fait créer des paramètres adaptés à ces poissons. Parce qu'au final, c'est juste des mesures et des calculs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il y a des pros de l'eau, des pros de la chimie, des pros des aquariums qui passent par là, n'hésitez pas à rajouter des informations en plus, des informations plus poussées. En commentaire, s'il vous plaît, soyez déjà polis, soyez bienveillants et essayez de structurer votre pensée. Parce que j'ai souvent des gens qui viennent du coup sous mes vidéos pour faire un pavé en mode mais non, c'est pas comme ça qu'on dit, il faut le dire comme ça. Puis genre par exemple, voilà, pour chipoter sur des détails. Et c'est un pavé où il n'y a aucune structure, où il n'y a aucun espace, où il n'y a aucune ponctuation. Et donc en fait, c'est horrible à lire. Donc moi, je m'embête à le lire. Mais les gens en fait qui veulent avoir une information en plus, ils vont pas s'amuser à lire un pavé comme ça. Donc, si vous voulez répandre votre bonne parole, s'il vous plaît, faites-le en étant un minimum lisible. Si vous voulez plus de vidéos de ce type où voilà, je présente quelque chose, on parle d'un sujet en particulier, j'ai fait une playlist dédiée, donc c'est présentation, réflexion. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dedans, tout simplement parce que j'étais en plein déménagement, notamment du gros aquarium que vous voyez derrière. J'ai filmé tout le déménagement que j'ai mis dans la playlist. Poisson, vlog, je vais essayer de vous mettre ces 2 playlists en description. Et puis voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!